Salut, c'est le Jérôme. Pour remplacer les linteaux complètement pourris de nos fenêtres, on utilise ces morceaux de solive récupérés lors du démontage des planchers. Elles ne sont pas toujours très droites et malgré tout, pour une face ou l'autre, un petit rabotage s'impose parfois pour que cela se mette mieux. Sauf qu'avec ce rabot de paume, c'est pas gagné, d'autant que pour de grandes longueurs, ce n'est pas du tout adapté, en plus d'être difficilement réglable. Du coup, on a commencé à chercher, et sur les brocantes, il a été assez facile de trouver quelques outils d'époque d'occasion. Voilà donc qu'on a ramené ces quelques varlopes et demi-varlopes, bon, dans un état vraiment très moyen. Mais pour un prix tout à fait raisonnable, on n'a pas grand chose à perdre à tenter de les remettre en état. Les fers sont tous marqués du fabricant, ici Peugeot avec un éléphant comme logo, ou cet autre de Goldberg, reconnaissable grâce à l'œil, mais dont les inscriptions ne sont plus lisibles. Par contre, ils sont dans un état pitoyable. Au-delà de la rouille, ils ont été meulés n'importe comment en guise d'affûtage, ça ne devait pas donner un grand résultat. Et en plus, elles étaient mal assemblées, ici le coin est du mauvais côté du fer et on y a même fait une encoche pour la longue vis, alors que le coin doit être devant le fer et non derrière. Le dernier a un fer en meilleur état, mais par contre le fût est fendu, enfin pas tout à fait. Il semble que cette varlope soit composée de deux morceaux de bois collés. Peut-être est-ce plus simple à fabriquer comme cela, ou alors c'est du fait maison. En tout cas, ils se sont décollés. Et on va commencer avec ce dernier. L'idée est de reconstituer le fût, le réparer au besoin et rectifier la semelle qui ne semble plus assez plane. Et de fait, les deux morceaux de bois ont assez bien voilé. Cela semble être du hêtre. Les chevilles sont cassées et cela flotte un peu dans un des deux trous. Il n'y a pas de secret, pour aplanir la surface de contact entre les deux morceaux, il faut raboter. Et donc il faut un rabot pour faire un rabot. Car c'est seulement si les deux faces sont bien en contact que le collage sera efficace. Et ce bois a bien travaillé, certainement car il a été en contact avec de l'humidité. Ensuite, on va refaire deux nouvelles chevilles. Le robinier faux acacia, qui est en bois assez solide, fera très bien l'affaire. Évidemment, j'entends crier, il y a d'autres façons de faire des chevilles, comme par exemple avec des gabarits en métal où l'on fait passer le bois à travers des trous de diverses dimensions. Mais bon, encore une fois, notre idée ici, c'est de montrer comment on peut s'adapter et faire avec ce qu'on a. Parce que sinon, à l'autre extrême, on achèterait simplement un nouveau rabot. La cheville a maintenant le bon diamètre, coupée à la bonne longueur, et puis un petit biseau pour faciliter l'insertion, comme c'était le cas sur les chevilles d'origine. Un petit nettoyage du bois, et on va recoller les deux parties. Oui bon, j'ai mis un peu beaucoup de colle. Et puis, avant de serrer, surprise! Rien n'est aligné. Il semble que la cheville qui était à moitié coupée, c'était volontaire. Bref, on démonte, et puis à l'instar des chevilles originales, une entaille pour permettre de décaler un peu les deux morceaux de bois. Du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi cet assemblage a été fait. À première vue, ce serait pour faciliter la fabrication du rabot, mais en réalité, cela semble plus compliqué qu'autre chose puisque les trous des chevilles sont mal positionnés. On peut serrer et nettoyer l'excès de colle. Pendant que cela sèche, on peut commencer à nettoyer l'embouchure, c'est-à-dire là où le fer rentre dans le rabot. Et après séchage complet de la colle, on va s'attaquer à la rénovation du fût. Et il y a de quoi faire.
Avec des ciseaux à bois, le plus gros du travail est effectué. La surface est donc aplanie, mais en plus, elle doit rester bien perpendiculaire. Pas que ce soit important par rapport au côté, mais bien pour préserver l'orientation de la lumière, qui est le trou sous le rabot par lequel sort le fer. Pour avoir une semelle la plus plane possible, on termine au rabot. Et c'est parfois bien utile de marquer sur le bois les parties hautes, afin d'avoir un repère visuel des endroits où insister pour le rabotage. On finit par avoir quelque chose d'acceptable. Comme on sait maintenant que la semelle est perpendiculaire au côté, on peut utiliser cette référence pour corriger l'ouverture de la lumière afin d'être bien perpendiculaire. Comme un morceau de verre est bien plat, pour le ponçage de l'intérieur de la varlope, c'est idéal. Et puis en plus ça aide aussi car l'accès est difficile. Ensuite, un bon coup de ponçage sur toute la surface au grain moyen. Comme le bois a été aussi un peu endommagé par des attaques d'insectes, il y a plein de petits trous qu'on va reboucher avec de la pâte à bois. Pendant que l'enduit sèche, on va s'attaquer à la restauration des fers. Et celui-ci n'est pas en si mauvais état. Le biseau et le dos semblent avoir été bien entretenus. On enlève d'abord la rouille. Et puis, on peut les affûter sur la pierre. Enfin, il est temps de passer aux finitions, avec un ponçage fin de toutes les parties du rabot, ainsi que de la poignée. Pour protéger le bois et lui redonner un bel aspect, on l'enduit avec un cirage maison composé d'un mélange de cire d'abeille et d'huile de lin. La varlope peut alors être réassemblée. Dernière petite chose, non des moindres, un bouton de frappe. En effet, pour régler la profondeur du fer dans le rabot, il suffit de donner un coup de maillet soit pour faire descendre le fer dans le talon du rabot, c'est-à-dire sur l'arrière, ce qui permettra d'attaquer plus profondément le bois, ou à l'inverse pour faire sortir le fer sur le nez du rabot, c'est-à-dire sur le dessus à l'avant. Et pour ne pas trop endommager le bois du fût, les rabots en bois sont souvent équipés d'un bouton de frappe, parfois en cuir, qui sert de martyr et qui est ici manquant. Avec un petit morceau de chute en chaîne, on reconstitue donc ce qui manque. Pour faire plus joli et éviter que les arêtes s'endommagent, un bon arrondissement des angles. Et puis un peu de cire également. Voilà qui est fait. Alors, il faut maintenant régler le fer, en tapant donc par derrière sur le talon ou sur le bouton pour ajuster la profondeur du fer. Le défi, c'est d'aussi régler la latéralité du fer dans l'embouchure pour qu'il soit suffisamment droit que pour avoir un copeau d'épaisseur égale sur toute la largeur de coupe. Avec le temps, ça sera sûrement de plus en plus facile, mais on n'a pour l'instant aucune expérience, donc on tâtonne. Et on fait directement les premiers coups de test. Et à vrai dire, c'est surprenant la facilité avec laquelle les copeaux sont coupés, pourtant c'est du chêne qui est bien sec. Petit à petit, on se familiarise avec l'outil et on peut déjà faire de très beaux copeaux.
Voici qui va faciliter un petit peu le travail qui est parfois nécessaire pour le remplacement des linteaux. On a fait aussi un test sur le côté d'une solive. Au début, c'est un peu difficile. Et à vrai dire, un riflard serait plus approprié en premier lieu, car sa lame plus arrondie permet d'enlever plus de bois à la fois. Mais on atteint vite quelque chose de plus en plus plat, ce qui révèle aussi la très belle teinte et trame du chêne. On passe au rabot suivant. Dans un état un peu plus dégradé, le bois est vraiment fort attaqué et le bouton ici, encore présent, en dit long. Sur la semelle devant la lumière, il y a un petit éclat, mais ce qui est surtout problématique sur cette varlope, c'est le fer qui a été vraiment malmené. Il est fort rouillé et le contrefer ne semble même plus être en contact avec le fer. Le tout est limé n'importe comment. Pour le fût donc, on ne va pas trop revenir sur le détail de la restauration, car c'est plus ou moins identique à celle du premier rabot. Si ce n'est qu'on peut maintenant utiliser notre première varlope fonctionnelle pour aplanir les semelles. Et puis la finition au rabot de paume. Le plus gros du travail ici sera donc la restauration des fers. On passe la planche du fer sur un papier abrasif fin pour vérifier si elle est bien plate, et cela sur une plaque de verre qui est une surface très plane. Et on peut voir que cela ne touche que sur les côtés et pas du tout sur l'avant du fer, ce qu'il va falloir corriger. Au passage, ici on voit bien la délimitation entre les deux parties du fer, la zone utile à l'avant qui a été trempée pour un acier de meilleure qualité, et l'arrière qui ne l'est pas et qui est donc un acier plus doux. Avant de s'attaquer au plat, on va corriger la rectitude de l'avant du fer. Comme le biseau est lui aussi complètement à refaire, on va donc faire d'une pierre deux coups. Et cela à l'aide de cette petite lime. Alors oui, c'est risqué, car il ne faut surtout pas faire chauffer trop fort le métal, ce qui détremperait l'acier, qui serait alors foutu en prenant une coloration bleu-jaune, ce qui ne trompe en général pas. Mais il y a tellement de matière à retirer que j'en aurai pour des heures avec le papier de verre, qui n'est pas non plus le meilleur outil pour affûter ou rectifier. Mais bon. C'est donc avec une grande précaution et en surveillant bien que cela ne chauffe pas trop que le fer est rectifié. L'angle du biseau n'est que de 25 degrés, là où on le voudrait vers 30-35 degrés. On corrigera cela ensuite, mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible avec la meule. Contrairement aux rabots modernes, il n'y a pas de levier d'ajustement latéral sur les rabots en bois. Du coup, si le fer n'est déjà pas très droit, cela va être difficile de l'ajuster. On en revient à aplanir suffisamment le devant du fer, d'abord avec un bon grain pour enlever la matière. Et voilà, c'est suffisant. Il faut juste assez de surface de contact pour le contrefer, il n'y a pas besoin d'aplanir plus. Et en passant, on peut bien voir le morphile qui s'est créé tout au long sur le tranchant. On termine par des grains de plus en plus fins. Jusqu'à la pierre, très fine, qui permet d'avoir une belle surface polie. Cette face, en principe, on ne devra plus y revenir lors des futurs affûtages. Pour le biseau, même procédé, sauf qu'ici on utilise un gabarit d'affûtage, ce qui permet de maintenir le fer dans un angle précis pendant toute la manipulation. Essentiel ici puisqu'on le rectifie, un peu moins lors des affûtages suivants qu'on peut faire à la main.
Et enfin, pour terminer, faire tomber le dernier morfil avec la pâte à polir. Il faudrait vraiment faire cela sur un morceau de cuir, mais je ne me résous pas à en acheter et finirai bien par en trouver un morceau en récup. Et voilà un fer rectifié avec un tranchant bien affûté. On passe maintenant au contrefer. Tout ce qui est important ici, c'est d'avoir le bout qui est bien plat pour être en contact parfait avec le fer du rabot. Le contrefer sert à casser et éjecter les copeaux, et s'il y a un espace entre le fer et le contrefer, des copeaux peuvent s'asserrer et ça fait vite un bourrage de l'embouchure. Donc, avec le même procédé de rectification, on aplatit. Et comme on le voit ici, juste l'extrémité, c'est suffisant. Et il y a ce creux au milieu qui nous empêcherait d'aller plus loin. Étrange tout de même. En démontant les éléments, on avait trouvé le contrefer un peu plat, et on va voir qu'effectivement, c'est un problème. Avant de réassembler les parties, un dernier nettoyage des mécanismes et bordures, car la rouille a fait gonfler le métal, et à certains endroits, cela grippe. On peut remonter le contrefer sur le fer, qui est un modèle à grande vis. Par contre, on se rend compte que même rectifié, le contact n'est pas suffisant. Et en fait, on réalise qu'il a tellement été meulé que le contrefer n'a plus assez de courbure, ce qui ne lui assure plus un bon contact. Et on voit aussi qu'en fait, il est tout tordu en plusieurs endroits. Donc, il est foutu. Car avec cet espace, et on a essayé, les copeaux se bloquent tout de suite. Bon ben tant pis, ce n'est peut-être pas pour rien, on ne désespère pas d'un jour récupérer une autre vieille varlope aux fers identiques et où cette pièce serait encore valable. Et voilà, on a au moins une varlope qui en vaut la peine. Évidemment, c'est loin d'être parfait, car on le fait avec le matériel limité dont on dispose, et on n'a bien sûr pas la maîtrise qu'il faudrait pour faire une restauration exemplaire de ces outils, mais il faut bien commencer pour pouvoir apprendre. Et puis il nous reste encore toute une série de petits rabots et autres qu'on va pouvoir essayer de retaper et voir ce qu'on peut en tirer. Comme vous le voyez, les vieux outils n'ont pas dit leur dernier mot. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.